Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, podcast dont le thème sera l'impasse idéologique et politique que constituent les mouvements dits de droite radicale ou d'extrême droite démocratique en Europe de l'Ouest et plus particulièrement dans le cas qui nous intéresse en Belgique francophone. Thème passionnant, vous verrez. Alors, avant de débuter, je vous rappelle qu'il vous est permis de nous contacter via l'adresse mail belgicanews@protonmail.com. Euh, N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos messages, vos témoignages. C'est toujours extrêmement intéressant à lire et d'échanger avec vous. Et s'il vous plaît, ne passez pas par Facebook Messenger pour nous laisser des messages. C'est vrai que nous en recevons un certain nombre. Je vous rappelle que Messenger n'est pas une application sécurisée et que vos données transparaissent en clair. Donc, un seul moyen pour nous contacter, belgicanews@protonmail.com. Bien, alors, pour passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais partir d'un événement politique qui a eu lieu ce jeudi 30 mars 2023 en Wallonie. Événement politique organisé par le parti de droite conservatrice chez nous, parti dirigé par Jérôme Munier. Jérôme Munier qui est un ancien du mouvement réformateur, un ancien du syndicat libéral, ancien du Parti populaire. Bref, Jérôme Munier qui, à mon sens, est un homme politique qui n'a aucune conviction profonde et qui est un opportuniste politique comme un autre. Je dis cela sans jugement aucun, chacun fait ce qu'il veut. Je ne crois pas que Monsieur Munier soit foncièrement plus pourri que Paul Magnette ou que Charles Michel. Je dis simplement que Monsieur Munier est un agitateur politique qui prend les électeurs pour des imbéciles. Donc l'événement organisé, disais-je, devait avoir lieu à Charleroi. Il a été interdit par le bourgmestre socialiste Paul Magnette. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en janvier de cette année, le conseil communal de la ville de Charleroi a décrété par motion que la ville de Charleroi était une ville antifasciste par essence, ce qui fera plaisir, je crois, à tous les Carolos qui nous écoutent. Je n'en doute pas. Mais enfin, c'est un autre sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Donc l'événement politique en question dont je parlais s'est finalement tenu dans une salle à Mons, dans des circonstances tout à fait intéressantes, puisque comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, cette seconde adresse a fuité et les antifas étaient présents en nombre pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de cette réunion. On est chez nous, 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 on est chez nous. Ni Paul Magnette, ni les fachos, les antifas, ni les communistes, on nous a empêchés de nous réunir, Alors, dans cette affaire, les antifas sont les idiots utiles, une fois de plus, du mouvement chez nous. Alors, on peut difficilement s'attendre à mieux de la part de Bakui à cheveux bleus, mais enfin, ils sont quand même totalement tombés dans le piège qui leur avait été tendu par Munier. Ils ont foncé tête baissée sans réfléchir une fois de plus. Euh, mais la réalité, à mon sens, c'est que les événements se sont déroulés exactement comme Munier l'avait espéré. Munier voulait que les antifas soient présents en masse pour annuler ce meeting à Mons, qui devait avoir lieu dans cette seconde salle, pour une raison qui est très simple. Euh, le parti chez nous, c'est comme le Front National à l'époque de Daniel Ferré. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire
une coquille vide, une coquille qui ne possède ni organisation, ni structure, ni aucun cadre qui pourrait dispenser des formations pour faire monter les gens en compétences. Voilà, ça n'existe pas. Donc, leur stratégie est la suivante. Faisons parler de nous, créons le scandale, positionnons-nous en victime, mais surtout, ne parlons pas du fond, parce que les gens risquent de se rendre compte qu'il n'y en a pas. Et les militants de gauche, bêtes comme leurs pieds, tombent évidemment dans le panneau. Euh, c'est ni plus ni moins un organisme de contrôle qui est soit sponsorisé directement par l'État, soit toléré par l'État, ce qui in fine est un peu la même chose, et qui permet, en un sens, de canaliser la colère populaire, tout cela pour aboutir sur une voie de garage, en fait, qui est le maintien structurel du système. Autrement dit, chez nous, est un élément du système mis en place pour faire perdurer le dit système et surtout, et c'est là son rôle principal, pour ne pas engendrer de dynamique révolutionnaire qui pourrait ébranler le système. C'est une catharsis et je vais vous le prouver. Si je prends le sujet pour lequel les gens seraient susceptibles de s'intéresser à ce parti, c'est-à-dire le sujet de l'invasion migratoire de l'Europe de l'Ouest, euh, plus particulièrement de la Belgique, par des masses halogènes venues d'Afrique et du Moyen-Orient. Et si je regarde ce que propose le parti de Jérôme Munier à ce sujet, eh bien, voici ce qu'on peut trouver sur le site internet. Je cite. Il est urgent d'établir un arrêt de l'immigration extra-européenne afin d'intégrer les étrangers présents sur le territoire. Les étrangers qui s'excluent du champ social, ne respectant pas nos lois et nos valeurs, doivent être expulsés du pays. Fin de citation. Donc, si je reformule, la priorité de chez nous, c'est d'arrêter temporairement l'immigration effective pour mieux permettre à la société belge d'absorber les éléments qui présentent des difficultés d'intégration, c'est-à-dire en fait les hordes de subsahariens et d'orientaux qui vivent en communauté et qui n'ont pas la volonté spécifique de s'intégrer. Donc, vous, vous comprenez le jeu dialectique qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'avec chez nous, on ne sort pas du système, c'est-à-dire qu'on n'opère pas la rupture révolutionnaire qui est nécessaire, mais au contraire, on fait en sorte que le système cosmopolite et multiracial continue à prospérer. Parce que, et c'est là où le jeu dialectique est pernicieux, pendant qu'on arrête l'immigration extra-européenne, qu'elle soit d'ailleurs légale ou illégale, peu importe, il faut bien comprendre que les gens qui nous ont envahis ces 40 dernières années sont toujours présents sur le territoire. Leurs enfants sont toujours présents et leurs petits-enfants sont toujours présents. Et ces gens constituent une masse critique qui est toujours de plus en plus importante. Et pendant ce temps-là, les partis de droite vous disent ne vous inquiétez pas, on va cesser de faire entrer de nouveaux halogènes. Or, ce n'est pas le sujet. La considération principale aujourd'hui, ce devrait être qu'est-ce qu'on fait de manière concrète des millions, je dis bien des millions de Maghrébins, de subsahariens et de moyen-orientaux qui sont présents en Europe de l'Ouest et qui ont un taux de natalité explosif, pendant que dans le même temps, la démographie européenne de souche est à l'agonie. C'est ça en fait le seul sujet qui compte vraiment. Et ça c'est capital de le comprendre. Ces gens, qui sont belges de papier depuis une ou deux générations, sont présents en masse
sur le territoire, d'accord? Il suffit pour s'en convaincre de comparer des photos de classe. Vous prenez les photos de classe d'enfants qui ont 4, 5, 6 ans et vous comparez une photo de 1980 et une photo de 2023 et vous constatez de manière empirique le changement de peuple qui a déjà eu lieu. Et face à ce problème, chez nous vous dit, mais attendez, vous inquiétez pas, on va arrêter l'immigration, on va intégrer les éléments étrangers dans le corps sociétal belge, et tout va bien se passer. Sauf que c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge, et c'est une manipulation politique. Mais c'est un discours rassurant pour la masse. Alors, si je descends un peu plus bas dans le programme du parti, je vois que ça va toujours dans le même sens. Je cite encore une fois, on nous parle de la mise en place d'un véritable parcours d'intégration. On nous parle de conditionner l'octroi de la nationalité à la connaissance de l'une des langues nationales. On nous parle de 10 ans de résidence et de travail sur le territoire. On nous parle d'un test de connaissance de notre histoire, nos traditions et de nos cultures, etc., etc. Donc là encore, on n'opère pas la rupture révolutionnaire qui est pourtant nécessaire vu la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'Europe de l'Ouest. Parce que la réalité, c'est qu'une Europe de l'Ouest qui serait totalement remplacée sur le plan ethnique ne pose pas de problème, en réalité, aux libéraux et aux néoconservateurs du parti chez nous, dès lors que les halogènes seraient intégrés à la culture belge, dès lors qu'ils boiraient de la Jupiler en soutenant les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde. Alors effectivement, si ces gens pouvaient s'appeler Jean-Jacques ou Arthur à la place de Mohamed ou Kirikou, bon, voilà, ce serait mieux, ce serait un plus. Enfin, voilà ce que pensent ces gens. Et pour une raison très simple, c'est que le substrat libéral dont est issu Jérôme Munier présuppose l'adhérence à une vision du monde qui est marchande, qui est universelle et qui est indifférenciée, par définition. Et pour vous en convaincre, c'est très simple. Allez voir sur place. Prenez contact avec eux et allez assister à une réunion de ce parti. Et si des antifas sont présents encore une fois pour manifester à ce moment-là, eh bien, vous aurez la chance d'assister à une situation burlesque au cours de laquelle vous verrez des subsahariens à lunettes patriotes scander on est chez nous, face à une bande de gauchistes, certes dysgéniques, mais à 100% blancs. Donc en valeur absolue ainsi qu'en valeur proportionnelle, vous verrez plus d'Européens ethniques chez les militants gauchistes que chez les militants patriotes des mouvements de droite démocratique. Voilà, donc ça c'est la triste réalité de l'extrême droite en Belgique francophone et d'ailleurs un peu partout dans le monde francophone en général. Donc sur le plan ethnique, qui est le sujet majeur du XXIe siècle, ces gens n'opèrent pas la fameuse rupture révolutionnaire. Et alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Sur d'autres sujets, c'est exactement le même schéma qui se reproduit. Si je prends par exemple l'économie, bon, on va vous parler de taxes, on va vous parler du taux d'imposition qui est ridiculement élevé dans ce pays, ce qui est une réalité, je ne le nie pas. Enfin, on ne va jamais vous parler, par exemple, de la paupérisation des nations engendrée par la logique de la dette et la domination du système bancaire international. Ce qui est pourtant le cœur nucléaire du système.
S'il y a bien une chose, s'il y a bien un point sur lequel il faudrait intervenir au niveau économique, s'il y a bien un élément à dénoncer, c'est bien le fonctionnement du système bancaire international. Alors on peut se poser la question, pourquoi un parti qui se dit en rupture, qui se dit en opposition avec la marche en avant du monde moderne, et qui est censé représenter la colère du peuple, pourquoi un tel parti ne va-t-il pas au bout des choses? Pourquoi est-ce qu'on vous parle de défendre les valeurs et les traditions de l'Europe en défendant les, euh, les valeurs chrétiennes, qui, je le rappelle, sont des valeurs d'égalité et d'universel, que ça plaise ou non, que ça plaise ou non. Vous comprenez donc, là où la rhétorique des mouvements de droite est pernicieuse, euh, c'est qu'elle s'empare d'une colère populaire qui, à la base, est légitime, et qu'elle propose des demi-solutions ou des quarts de solutions en vous expliquant que grâce à votre bulletin de vote, eh bien, le monde va changer, le monde va s'améliorer, euh, ce qui est encore une fois soit de l'incompétence, soit du mensonge et de la manipulation. Euh, Ici, nous faisons très clairement face à non pas de l'incompétence crasse due à du manque de perspective historique, je ne le crois pas. Je pense que nous faisons face à un mécanisme de contrôle du système. Et alors, lorsqu'on observe les accointances et les liens politiques de ce parti avec d'autres mouvements à l'international, euh, qu'on peut voir d'ailleurs, c'est en libre accès, tout à chacun peut le vérifier. On voit un rapprochement avec des gens comme Geert Wilders aux Pays-Bas, on voit un rapprochement avec le Rassemblement national en France. Bref, encore une fois, avec des partis qui sont des instruments de contrôle du système. Des partis qui vous vendent les effets de la révolution sans les efforts de la révolution. Des partis dont le socle de la réflexion est, bon, on veut moins d'immigrés, on veut plus de flics, et tout le monde se portera bien. Grosse erreur. Grosse erreur. Parce que faut bien se rendre compte que dans une telle société, vous vivrez toujours dans une société décadente, dans une société en perdition, une société sans grandeur, sans repère éthique. Vous serez toujours des consommateurs indifférenciés, euh, soumis aux lois du marché et aux prédateurs internationaux. Et encore une fois, ce qui est nécessaire, c'est une rupture totale et radicale. C'est-à-dire qui ne passera pas par le système électoral qui, par ontologie, est un piège à con, il faut le dire. Parce que pour croire sincèrement que la caste qui est au pouvoir aujourd'hui acceptera de plier bagages et de laisser la place à d'autres qui entendent modifier le système en profondeur, tout ça grâce à un bulletin de vote, bon, vous m'avez compris, il ne faut pas être naïf. Alors, certains me rétorqueront, oui, mais tu comprends, c'est une stratégie. C'est une stratégie. On ne peut pas s'autoproclamer révolutionnaire et afficher clairement, au vu de tous, ses intentions, parce que pour être élu, il faut la jouer fine. Euh, eh bien, moi, je vous réponds, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Euh, Si c'est vraiment ce que vous croyez, eh bien, je vous invite à remettre votre jugement en perspective à l'aune euh, des dirigeants politiques conservateurs qui ont accédé au pouvoir ces 10 dernières années. C'est très simple. Euh, le plus éminent est évidemment Donald Trump. Or, euh, personnellement, je n'ai pas souvenir que Donald Trump ait été un acteur révolutionnaire majeur qui aurait mis fin au diktat, par exemple, de la réserve euh, fédérale américaine. Voilà.
Je ne me souviens pas non plus qu'il ait soutenu les militants qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021. Au contraire, il leur a même demandé de rentrer chez eux en paix, d'accord, après avoir accusé Joe Biden d'avoir volé l'élection présidentielle. Euh, Or, vous voyez, c'est capital, encore une fois. Euh, on ne peut pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que soit Joe Biden est effectivement un usurpateur, et alors dans ce cas, eh bien, il faut faire une révolution totale et radicale contre le système démocratique qui a permis cette fraude, parce que c'est très grave. Soit Trump ment, Trump est un trublion, et alors ben, il doit simplement concéder sa défaite et partir. Vous voyez, mais il n'y a pas d'entre-deux possible. Alors, un autre exemple, peut-être plus récent, c'est celui de Giorgia Meloni, en Italie, qui, je le rappelle, a été soutenue par toute une frange de l'extrême droite, sous prétexte que Meloni était une ancienne admiratrice de Mussolini. Or, le gouvernement Meloni a annoncé en ce début d'année qu'il entendait importer un demi-million de migrants en Italie pour cette année 2023. Voilà. Voilà ce qu'est la droite dite radicale ou l'extrême droite aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Contrairement à ce que prétendent chez nous et ces fameux mouvements de droite occidentaux en général, le problème, ce n'est pas que nous vivrions dans une société antidémocratique. Ces gens-là s'affichent comme étant le parangon de la démocratie. Euh, Ils écrivent sur Instagram, par exemple, les démocrates qui veulent sauver le pays, c'est nous. Euh, je me permets d'être sceptique, parce que le problème, c'est la démocratie. Souvenez-vous un peu de ce qu'écrivait Maurice Bardèche dans Nuremberg ou la Terre promise, bouquin magnifique que vous devez lire. Il écrivait le monde est désormais démocratique à perpétuité. Il est démocratique par décision de justice. Et désormais, un précédent judiciaire pèse sur toute espèce de renaissance nationale. Il faut bien comprendre le poids et comprendre les implications de ces mots. C'est absolument capital. Et ces mouvements de droite sont là précisément pour vous empêcher de faire cette analyse, pour vous stopper dans votre compréhension du monde et dans votre élan révolutionnaire, et par conséquent, pour faire perdurer le système démocratique. Le résultat du dernier grand paramètre est identique à celui que j'avais analysé lorsque j'avais déjà écrit sur le sujet, c'était en 2021. En tout cas, les dynamiques sont identiques. Et ce que l'on constate toujours, c'est que tôt ou tard, ce pays va devenir ingouvernable par voie de fait. Simplement parce que la dichotomie entre le Nord et le Sud ne fait que s'accentuer année après année. Le Vlaams-Belang continue sa percée au Nord, et dans le même temps, le PTB poursuit sa percée au Sud. Dans les grandes lignes, je schématise, mais nous avons une coalition de droite en Flandre qui ferait actuellement environ 45%. En Wallonie, nous sommes plutôt autour des 25%. Et en ce qui concerne les coalitions de gauche, en Flandre, nous sommes à 31%, contre près de 60% en Wallonie. Alors j'inclus évidemment les mouvements écologistes dans ma définition de la gauche ici. Donc, vous voyez, les rapports de force sont totalement délirants. Et je vous rappelle que la formation d'un gouvernement en Belgique nécessite de manière indirecte l'accord du roi. Par le simple fait que le roi nomme l'informateur et puis le formateur du gouvernement. Maintenant,
Essayons d'imaginer une seconde que par un goût de baguette magique, nous aurions une coalition de droite qui parvienne à dégager une majorité. Est-ce que vous pensez sincèrement que le roi Philippe va accepter cette situation et va nommer Tom van Grieken formateur du gouvernement? Ben, vous êtes crédule. Si c'est vraiment ce que vous pensez, alors vous êtes crédule. Parce que, encore une fois, les États démocratiques modernes n'ont pas l'intention de vous laisser vous emparer du gâteau aussi facilement. Pour vous en convaincre, je vais vous rappeler un article qui a été publié par le Figaro Magazine à la date du 19 mai 2017, c'est-à-dire juste après la première élection de Macron à la présidence de la République française. Je cite: un plan pour préserver la paix civile en cas d'élection de Marine Le Pen. Un scénario non écrit pour préserver la paix civile après l'élection de Marine Le Pen, c'est ce que révèle l'Obs, qui s'appuie sur 2 notes confidentielles et sur 3 sources au sein du gouvernement sortant et d'institutions d'État. En plus d'une crainte de violence sur le front sécuritaire, une réplique politique a été organisée. En privé, Bernard Cazeneuve n'a pas exclu l'hypothèse d'un maintien en poste jusqu'aux élections législatives. Après l'élection de la nouvelle présidente, la passation de pouvoir aurait eu lieu, mais le Premier ministre n'aurait pas remis sa démission au président de la République. Une pratique contraire à la tradition républicaine, mais conforme à la Constitution qui ne l'y oblige pas. Le Premier ministre se serait soumis à un vote de confiance des députés pour légitimer cette cohabitation forcée et gérer la crise. Donc vous voyez, c'est limpide, c'est très clair. Jamais les États démocratiques ne vous laisseront vous emparer du pouvoir sans résistance. Jamais. Et là, il s'agit d'une première tentative, d'un premier plan qui a été rendu public. On ne sait pas en réalité jusqu'où la démocratie serait allée pour empêcher le Rassemblement national, qui est de toute manière totalement aseptisé, et pour s'emparer du pouvoir. Donc, en tant qu'acteur politique, les États démocratiques laissent les partis de droite s'organiser, ils les répriment un peu, histoire de les faire passer pour des victimes auprès des masses, qui de toute façon ne comprennent rien à ces rapports de force, mais ils ne les interdisent pas. Parce que, encore une fois, ces mouvements de droite servent de catharsis pour canaliser une colère populaire, grandissante et légitime, bien évidemment. Tout cela pour vous empêcher de mener l'analyse à son terme. Et dites-vous bien quand même que, quand bien même ces partis de droite conservatrice parviendraient au pouvoir, au gouvernement, ceux-ci, encore une fois, sont tellement aseptisés sur le fond que tout ce qu'ils pourraient vous offrir, ce serait du sous-Trump, du sous-Mélanie, c'est-à-dire de la merde. Voilà le rôle des partis politiques comme chez nous. C'est aussi simple que ça. Alors, soit on tombe dans ce piège qui nous est tendu par le système, et on pense qu'on peut faire la révolution avec un bulletin de vote. Soit on décide de faire de la politique réelle, qui, en 2023, me semble être de nature forcément métapolitique, et qui implique un discours dur, un discours empirique, et un discours sans concession. Alors, aux éventuels idéalistes qui atterriraient par hasard chez nous, je leur dis, fuyez, fuyez ces mouvements comme la peste, et si vous aspirez sincèrement à un changement structurel et un changement de paradigme de la société,
croyez-moi, il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs. À vous de faire votre choix. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.